Bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Yves. Je rentre dans les crèches, je tue les bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Ce sont les paroles du rappeur Nick Conrad dans sa chanson PLB. Les journalistes tombent des nues, le racisme anti-blanc existe. Le Conseil national d'éthique rend son rapport et se déclare favorable à la PMA pour les couples homosexuels. Enfin, ça bouge, se réjouit Libération. Une fois de plus, le débat est truqué, biaisé par les accusations d'homophobie. Une semaine de clash et de bad buzz dans les médias. Des dérapages qui fixent bien la ligne rouge à respecter pour exister dans la sphère médiatique. Et vous retrouverez votre zapping et les tweets de la semaine. Souvenez-vous, le 12 septembre, Rude diffusait une interview de Rokhaya Diallo qui affirmait qu'il n'y avait pas de racisme anti-blanc. La donne a changé depuis quelques jours puisque les réseaux sociaux ont fait émerger une chanson du chanteur et du rappeur Nick Conrad, « Pendez les blancs », un clip de rap fait scandale sur Internet. Je cite les paroles « Je rentre dans les crèches, je tue les bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents, écartelez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands ». C'est un scandale non seulement sur les réseaux sociaux, puisque hier, mercredi 26, le hashtag Nick Conrad était dans le top 10 des hashtags les plus utilisés sur Twitter. Et tous les médias s'intéressent à ce rappeur qui était jusque-là relativement inconnu. Le Figaro, qui est Nick Conrad, ce rappeur qui appelle à tuer des Blancs. Dans l'Express, évidemment aussi, on s'intéresse encore une fois à cette histoire. Pendez les Blancs, le rappeur Nick Conrad se défend. Et on va trouver beaucoup d'articles sensiblement identiques, cherchant à donner la parole à ce rappeur qui va, de manière ubuesque, justifier ses paroles. Sur RTL, Pendez les Blancs, ce n'est pas un appel à la haine, affirme Nick Conrad, c'est un message d'amour, puisque de toute façon, un artiste a pour but de s'inspirer du monde pour dénoncer, que ça plaise ou non, justifie-t-il. Oui, alors c'est l'argument assez classique de l'artiste. Ce qu'il faut savoir, on ne peut pas vous le montrer parce que ce serait censuré de ne pas vous montrer le clip, mais le clip est d'une violence absolument extrême puisqu'il met en image la mort et la torture d'un blanc. Ah oui, alors, voilà. il affirme que d'ailleurs, cette scène a été copiée du film American History qui dénonce la haine raciale aux États-Unis, et donc il aurait copié cette scène. Alors, il y a le prétexte, effectivement, du copiage ou du copillage, mais il y a toujours l'argument on peut dire ce qu'on veut, puisque c'est de l'art, puisque c'est des artistes. Il est évident que ce n'est pas tout à fait vrai. On l'a vu d'ailleurs avec l'affaire Dieudonné, qui était un humoriste qui s'est vu interdire un certain nombre de choses et qui n'avait pas forcément le même degré de violence que ce que ce rappeur fait valoir à la fois dans son texte et dans ses images. En tout cas, la grosse différence, en tout cas avec le film American History, c'est que ce film, on note bien qu'on dénonce la haine raciale aux États-Unis. La leçon est claire, évidente. En revanche, dans ce rap, après l'avoir regardé plusieurs fois, je ne vois pas comment ce rappeur peut justifier le fait qu'il dénonce la haine raciale. Le message n'est pas du tout évident comme il ose l'affirmer. Le message est là, franchement, un message d'incitation à la violence. Voilà. Dans les décodeurs du Monde, on s'intéresse à cette histoire pendant les Blancs par Nick Conrad, itinéraire d'une indignation. Et alors, c'est l'entête cette fois-ci qui m'intéresse. Qui connaissait le rappeur qui a diffusé ce clip choquant sur les réseaux sociaux? Personne. Jusqu'à ce qu'une rafale de condamnations politiques et d'articles polémiques en fasse un sujet d'actualité. Alors, si les décodeurs du Monde ont raison de dire que personne ou presque ne connaissait ce rappeur, là, ils ont raison de le dire. Par contre, moi, je tilte sur l'emploi d'un vocabulaire, l'emploi de quelques mots, notamment d'articles polémiques. L'article polémique qui en parle. L'article polémique, c'est l'article qui critique le rappeur, ce qui semble quand même bien le minimum. L'article, ou d'ailleurs le tweet, ou le post sur Facebook. Mais c'est quand même assez extraordinaire, c'est que le décodage du Monde, il ne porte pas sur le phénomène, à savoir le racisme anti-blanc qui s'exprime à travers ce rappeur et qui existe dans les banlieues. Il traite ce qu'il appelle l'indignation, il traite de la réponse à cela.
et en utilisant un vocabulaire pour nier finalement la pertinence de la dénonciation de ce rappeur. Dans les médias, ce qui est assez extraordinaire, hormis justement les décodeurs du monde, eh bien, c'est qu'on va voir apparaître une notion qui était jusque-là bannie, une notion qui était niée, qui était interdite dans les médias. C'est les journalistes qui, pratiquement pour la première fois, vont commencer à poser des questions et s'interroger sur cette question du racisme anti-blanc. Quand même, est-ce que vous, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'admettez pas que le racisme anti-blanc est peut-être un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur? Bon, ce qui est le plus intéressant, il y a le déni du gars de la France Insoumise, bon, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la journaliste elle-même qui pose la question du racisme anti-blanc. Jusqu'ici, le racisme anti-blanc pouvait être évoqué par des personnes interrogées rarement, parce qu'on interrogeait rarement les personnes qui pouvaient tenir ce discours, mais là, c'est la journaliste qui pose la question. Alors la question, c'est que c'est quand même pas évident de dire qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc après avoir vu ce clip de rap. Ce qui va se passer dans les médias, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on va essayer de créer une espèce de dichotomie. C'est-à-dire, en gros, il est possible qu'il y ait des insultes contre les Blancs, etc. Mais le véritable racisme, c'est le racisme institutionnel, c'est cette espèce de ségrégation raciale que la société engendre. Il est évident qu'un texte comme celui-là relève du racisme anti-blanc. Je crois que c'est incontestable. En revanche, ce qui n'existe pas en France, c'est la discrimination anti-blanc. C'est-à-dire, je ne sache pas qu'il y ait des personnalités blanches à qui on ait refusé un emploi ou un logement parce qu'elles sont blanches. Quand les policiers font du faciès, ce n'est pas contre les personnes blanches. Quand il y a eu en France des crimes contre l'humanité, c'était pas des noirs contre les blancs, mais des blancs contre les noirs. Oui, alors, bon, il reconnaît, Tain reconnaît, qui est l'ancien patron ou l'actuel patron, je ne sais plus, du CRAN, le comité représentatif des associations noires, sur le modèle du CRIF. Il reconnaît le racisme anti-blanc. Par contre, il dit il n'y a pas de discrimination. Il y a une discrimination quand les policiers font du faciès. Ça, c'est pas vrai. Les policiers font pas de faciès. C'est sûr que quand ils interpellent quelqu'un en Seine-Saint-Denis, ils vont pas interpeller un blanc puisqu'il y en a plus ou pratiquement plus. Donc, c'est pas du faciès. Par contre, oui, contrairement à ce qu'il dit, il y a de la discrimination à l'emploi contre les blancs parce que dans un certain nombre de cas, ou contre les Européens, parce que dans un certain nombre de cas, on incite les entreprises à recruter des gens qui ne sont pas blancs. Ce qu'on appelle la discrimination positive, c'est une discrimination négative, puisqu'elle est positive pour les uns. On vous dit, vous allez prendre des gens qui viennent de là, vous allez prendre des gens de banlieue. Et ben, à ce moment-là, si on prend des gens de banlieue parce qu'ils sont de banlieue, ou parce qu'ils sont d'origine immigrée, ou musulmane, ou africaine, eh bien, on ne prend pas des blancs. Donc il y a bien une discrimination. Quand on dit discrimination positive, ça veut dire qu'il y a une discrimination négative aussi. Mais bon, dont acte, il a reconnu qu'il y avait un racisme quand même, anti-blanc. Sur Europe 1, revue de presse, et puis forcément, on évoque la question de ce rap qui est raciste, mais on va l'aborder aussi sur la question non seulement du racisme anti-blanc, mais sur la question, y a-t-il de la violence dans le rap? Quelle influence le rap a sur la société? Triste affaire, c'est peut-être celui des sites qui aiment vraiment le rap et qui optent ce matin pour le silence. Un silence gêné, pas sûr. Un silence de mépris ou tout simplement le silence de ceux qui savent que chaque polémique sur le rap est devenue un prétexte pour cogner sans aucun discernement sur un genre trop méconnu, mais qui aujourd'hui influence et le cinéma et la mode. Oui, alors David Abiker, il pasteurise un petit peu les choses en expliquant que le rap a plein d'effets positifs sur la mode, sur le cinéma, etc. Il passe quand même un peu vite et puis il estime que les polémiques, c'est pas bien. Mais les polémiques qu'il y a eu sur Médine, qui voulait jouer au Bataclan, sur Black M, qui avait été invité à Verdun, sur ce rappeur, elles sont quand même importantes parce qu'il y a à chaque fois, ce qui déclenche la polémique, c'est un discours de haine de la France, ou un discours islamiste, ou un discours de haine des Blancs. Donc c'est un peu facile de dire mais tout ça est secondaire. Le rap finalement a une influence tout à fait positive. C'est tout de même un peu léger comme approche, surtout dans le contexte de cette musique et surtout de ce texte et de ces images qui sont quand même d'une violence difficilement soutenable. Jean-Yves, passons au zapping des médias.
Le sort de l'Aquarius semble enfin scellé. Et avec lui, celui des 58 migrants à son bord. Il devrait débarquer à Malte. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le gouvernement maltais, à condition que les réfugiés soient immédiatement répartis dans d'autres pays européens. On a des personnes qui sont épuisées et puis aussi très inquiètes. Ça fait déjà plusieurs jours pour certains qui sont à bord du bateau. Ils se demandent ce qui va se passer. Ils voient aussi le temps, la météo qui se dégrade. On s'attend à 5 ou 6 mètres de vagues dans les heures qui suivent. Donc, est-ce que vous pouvez juste parler comme si vous parliez en direct? Ouais, Cédric Héroux, agriculteur, Maurice-sur-Roya, délinquant. J'ai une quinzaine de personnes qui sont chez moi et que je cache. Dans le Var, les agents du SAMU vont désormais pouvoir sortir équipés de gilets pare-balles. Signe des temps, Claire Andrieux, les soignants ont besoin de se sentir plus protégés. Déjà, il y a plus d'Africains dans l'équipe de France que de Français, déjà. Vraiment, ça m'interpelle. Vous êtes roumain, vous? Non, moi, je suis français, moi. Non, vous avez la tête d'un roumain. D'un roumain? Oui. Ah ouais, c'est la barbe qui fait ça. Mais non, vous êtes roumain, vous. Je vous invite à un petit peu vous ouvrir sur le monde. Grâce aux footballeurs, vous voulez dire? Grâce à l'immigration. Certains groupes d'extrême droite, dit-il, ont prévu d'organiser des manifestations dont le but est de diviser. Objectif annoncé, donc en fait, garantir la sécurité du public et aussi, pour Médine, point soulevé, ne pas raviver la douleur des victimes, respecter les familles. Une décision avant tout, donc pour assurer la sécurité, un petit peu comme ça s'était produit il y a quelques semaines, souvenez-vous, pour Bertrand Cantat. Pour marquer la fin de ces 5 ans de procès, l'Action antifasciste Paris-Banlieue, donc Clément Méric faisait partie, s'est rassemblée pour une manifestation hommage et on les a suivis. Le combat contre l'extrême droite ne se fait pas dans les tribunaux. La justice contre l'extrême droite, elle se fera dans la rue, elle se fera au corps à corps, elle se fera en construisant des mouvements sociaux. Moi, ce qui m'ennuie toujours, c'est que ça touche toujours que des gens de droite avec qui on ne veut pas discuter. Ou des... Mais si. Je suis désolé, ça touche toujours que des gens de droite. Mais je suis désolé. Et les gens de gauche, alors ils ont le droit d'aller sur tous les plateaux et de dire... Tadei a toujours revendiqué une entière liberté d'inviter des figures de tous bords, même les plus controversées. Mais cette liberté d'expression qui lui est si chère est-elle compatible avec un régime qui enferme des journalistes et muselle ses opposants? L'instant M. Quelqu'un être autant sur les plateaux de télévision à l'occasion Non, ça, ce que vous dites, par exemple, n'est pas juste. Vous verrez plus jamais Éric Zemmour sur le service public. C'est possible, ça. Il y est interdit. Oui, mais c'est possible, j'en sais rien. C'est pas rien. Ça pose des questions. C'est pas rien. Attendez, non, mais alors, attendez, excusez-moi. C'est-à-dire que sur France 2, par exemple, dans des grandes émissions... Je vais vous répondre. Non, mais c'est intéressant. Frédéric Tadei, avez-vous confiance? Fiez-vous, à Russia Today? Aujourd'hui, oui, bien entendu, puisque d'abord, ils sont venus me chercher, si vous voulez. Quand vous venez me chercher, c'est que vous savez que vous allez me donner une totale liberté, puisque je l'ai toujours eu et je l'ai toujours demandé à tous mes employeurs avant, que ce soit... le juge, vous n'en êtes pas certain, c'est pas vrai. C'est Zemmour, hein. Franchement... c'est un autre... Non, c'est mon avis, c'est mon avis. C'est un autre sujet. Comment se fait-il que Frédéric Tadei, je vais commencer à parler de moi à la troisième personne, tellement j'ai l'impression qu'on parle d'un autre, est obligé, pour faire ce qu'il a fait pendant 10 ans, totalement librement sur France Télévisions et avec beaucoup de succès, c'est ça que vous devriez me dire, dans Ce Soir ou Jamais, pourquoi est-il obligé de le dire aujourd'hui, d'aller le faire aujourd'hui sur une chaîne russe? C'est ça le problème des médias français, c'est pas... À la télé. Pour Noël, il y a 2 ans, ils avaient fait un grand arbre de Noël, place Vendôme, là où il y a les riches. L'arbre de Noël, il représentait un bloc anal. Vous savez, le truc qui se met dans le fion pour les pervers, là. À 33 ans, Alexandra a fait son choix depuis plusieurs années déjà. Elle n'aura pas d'enfant. Et les raisons de ce non-désir d'enfant sont multiples. Parce que c'est des femmes qui ont une vie accomplie. Certaines sont vraiment passionnées, donc une vie totalement remplie. Pour généraliser le travail du dimanche sur la capitale, bon, elle a comme ça des positions de girouette. Madame Hidalgo, je peux pas louper l'autre classe. Je peux pas louper Madame Hidalgo. Et après, je vous embête plus. Un petit mot sur ce qui se passe. Un petit mot sur ce qui se passe actuellement. Est-ce que tout le monde veut prendre votre place? Clairement. Est-ce que tout le monde veut prendre votre place? Un peu d'argent, un peu de pouvoir d'achat. Faudra être patient, faudra attendre globalement l'automne. Non,
C'est maintenant que... Ça fait 50 ans qu'on est passé. Ouais, là, ça suffit, là. L'automne. À bout de la thune. Donc 6 milliards de gains de pouvoir d'achat, oui, mais pas pour tout le monde. Pour les salariés, effectivement. Mais si vous êtes retraité, que vous fumez, que vous roulez au diesel et qu'en plus vous ne bénéficiez pas de la baisse de la taxe d'habitation, vous prenez cher. Dans le cul. Toujours la petite séquence immigration. Alors là, deux remarques quand même. Parce que on nous explique dans la séquence larmoyante sur les gens de l'Aquarius que la mer est en train de se déchaîner, qu'il va y avoir une grosse mer, etc. Bah, effectivement, s'il y a une grosse mer, il faudrait peut-être mieux les ramener sur les côtes les plus proches, c'est-à-dire les côtes de Libye d'où ils viennent, ou les côtes d'Afrique du Nord, que de leur faire traverser toute la Méditerranée. Mais ça fait rien, on utilise quand même l'argument larmoyant de la météo, complètement à contresens de ce que devrait être la réalité. Et puis on voit qu'on n'est pas couché, Cédric Héroux, le passeur des Alpes-Maritimes, le passeur d'immigrés dans les Alpes-Maritimes est invité, on lui déroule le tapis rouge, au moment même où on indique que Ruquier ne viendra pas. Zemmour ne viendra pas. Pardon, au moment même où on indique que Zemmour sera interdit de plateau. Ah, on n'est pas couché. Donc on voit très bien dans quel sens milite le service public, parce que là, tout ça se fait avec l'argent du contribuable. Tapis rouge pour Héroux, écran noir pour Zemmour. C'est un peu un signe des temps. Toujours dans la vidéo de propagande, il y a la petite vidéo de propagande de Cam Clash. Qu'est-ce que c'est Cam Clash ? La vidéo, la petite scène dans le métro. Qu'est-ce que c'est ? C'est un montage. Il y a 2 ou 3 acteurs, je crois, et puis après, on provoque un certain nombre de réactions de gens qui ne sont pas des acteurs, et on sélectionne les réactions des gens qui conviennent. Donc tout est monté, tout est trafiqué, c'est une pure séquence de propagande. C'est pas inintéressant de savoir que Cam Clash, ça a été lancé, c'est peut-être encore financé aujourd'hui, ça je ne sais pas, mais ça a été lancé par France 4, c'est-à-dire, là encore, par la chaîne de télévision publique. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché et le portefeuille détaché pour continuer à payer sa redevance, parce que ça sert vraiment à diffuser, interdire ce qui pourrait aller dans le bon sens et diffuser ce qui va dans le sens de l'immigrationnisme et de la déconstruction. Réjouissez-vous, bientôt vous allez devoir la payer, même si vous n'avez pas de télévision chez vous. Mais bien sûr, voilà. Mais tout le monde va pouvoir avoir le privilège de la payer, même sans télévision, tout à fait. Voilà. Bon, mais ça n'est jamais qu'un pas de plus vers le totalitarisme. Mais si on paye la redevance, on a le devoir d'apporter aussi des fonds à TV Liberté pour permettre précisément de compenser la manière dont l'argent de la redevance est utilisé. Voilà. Alors, chers amis internautes, on a aussi besoin pour le petit coup de vos argents, suivant. de votre argent. Quoi d'autre ? Bon, le Bataclan, Médine ne se produira pas au Bataclan, ça c'est une bonne nouvelle, il se produira au Zénith, mais au moins, symboliquement, ça aurait été particulièrement grave qu'il se produise au Bataclan. Ceux qui étaient pour son interdiction au Bataclan, sa non-présence au Bataclan n'était pas pour son interdiction générale, donc c'est quand même une victoire des réseaux sociaux, des gens qui sont mobilisés, du père de cette jeune femme tuée au Bataclan, je pense à Pascal Jardin, de Renaud Camus, de Riposte Laïque, de tous ceux qui se sont mobilisés contre ce concert qui aurait été, dans ce lieu-là, particulièrement scandaleux. Dernier point, alors, la scène de la fin, c'est presque une scène surréaliste quand même. On voit que le seul endroit en France où il pourra y avoir des débats pluralistes à la télévision... Faites référence à Frédéric Tadei, là. C'est Tadei sur Russia Today. Il y en a d'ailleurs parfois des débats pluralistes sur TV Liberté, à condition que les gens politiquement corrects acceptent de venir. Quand les gens politiquement corrects acceptent de venir, il y a des débats pluralistes sur TV Liberté. Mais en dehors de TV Liberté, le seul endroit où il va y avoir des grands débats pluralistes, avec des gens qui ont des opinions différentes, politiquement correctes ou politiquement incorrectes, c'est sur les chaînes russes, sur la chaîne russe, Russia Today. Il y a d'ailleurs, dans les commentaires qui sont faits par la journaliste, quelque chose qui est tout à fait faux, car
les médias russes eux-mêmes en Russie sont pluralistes, c'est-à-dire que, bon, schématiquement, il y a peut-être 70% des médias russes qui sont plutôt favorables au pouvoir russe, mais il y a 30% d'opposition. En France, vous avez 95% ou 98% des médias qui sont politiquement corrects et à peine quelques pourcents qui sont politiquement incorrects. Donc il y a plus de pluralisme en Russie qu'il n'y en a en France. Et en tout cas, c'est assez symbolique que la grande émission de débat pluraliste en France va passer de France Télévisions à Russia Today. Franchement, les journalistes français et les médias français, ils ne devraient pas être fiers. Moi, je recommande aux internautes d'aller voir justement cette interview. C'est l'instant M de Sonia De Villers. C'est 12 minutes. C'est extrêmement intéressant, en tout cas, de voir Frédéric Tadei face à Sonia De Villers. Vraiment, c'est très, très intéressant. J'ai pu mettre qu'un extrait extrêmement court. C'était un peu embêtant. Allez la voir, c'est vraiment très intéressant. Un autre commentaire, Jean-Yves ? Ben non, je crois que c'est... Eh bien, passons à la troisième partie. Mariage homo, PMA, homo, en marche, en avant. Ça y est, la PMA homosexuelle revient sur la scène médiatique puisque enfin le calendrier l'autorise. Cette PMA arrive dans les unes des journaux avec, pour exemple, PMA, GPA, fin de vie, l'avis du comité d'éthique, avec notamment cette une de Libération. Bioéthique, ça bouge. Enfin, Libération se réjouit que les choses bougent. Pourquoi justement cette question revient sur la scène médiatique ? Eh bien, on a eu déjà tout l'été avec les états généraux de la bioéthique. Le 21 septembre, la conférence des évêques de France signe un texte contre la PMA. C'est le titre de BFM TV. Et là, on va voir un petit peu la différence de traitement médiatique avec Libération qui titre PMA, les évêques campent sur leur position. Avec cette en tête, tout change, rien ne change. Tout change, c'est la société qui change, rien ne change, c'est la position de l'Église qui ne change toujours pas pour les journalistes de Libération. Je peux faire un petit commentaire là. C'est assez logique que la position de l'Église soit conforme à ses dogmes. Enfin, demander à l'Église de changer tous les jours de dogme, c'est un peu aberrant. C'est pas son rôle, c'est pas sa fonction. L'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a un abus du mot PMA. La PMA, elle existe, elle est pratiquée depuis 30 ans. Il y a aujourd'hui 2 à 3% des enfants qui naissent par la PMA. Elle est très restreinte en tout cas. C'est un des systèmes qui est utilisé pour aider les couples stériles ou dont on pense qu'ils sont stériles et que la meilleure médication pour compenser cela, c'est la PMA. Mais en cas particulier, le débat, il n'est pas sur la PMA en général, même si c'est vrai, l'Église est assez réservée sur ce procédé. Le débat n'est pas sur la PMA en général, il est sur la PMA pour les couples homosexuels, ce qui n'est pas les couples lesbiens. Pardon ? Particulièrement les couples lesbiens. Particulièrement les couples lesbiens. Il n'est pas la question de la PMA pour les couples hétérosexuels. Elle ne fait pas de débat actuellement et elle est couramment pratiquée. Donc, en disant uniquement PMA, dans les titres, on met un biais. La vérité, c'est le débat sur la PMA homo. Voilà, c'est ça le sujet. Finalement, on généralise quelque chose qui est particulier, tout simplement. Voilà. Alors, je disais, c'est une histoire en 3 temps. Pour le premier temps, je disais que c'est la déclaration de la conférence des évêques de France. Deuxième temps, c'est passé relativement inaperçu, mais je l'ai trouvé sur Libération. GPA à l'étranger, la justice reconnaît pour la première fois une adoption par le deuxième père. Alors là, je ne parle pas de PMA, mais c'est bien de GPA. Alors cette histoire, elle est quand même très particulière, parce que la GPA, elle est absolument interdite en France, et que des juges l'acceptent et la reconnaissent. Là, il y a un problème, Jean-Yves. C'est tout simplement le pouvoir judiciaire. Le législateur est débordé parce que le pouvoir judiciaire, il considère qu'au nom du principe d'égalité, on doit accorder cette possibilité aux couples homosexuels. Et donc, les juges décident. C'est véritablement, on est là, c'est tout le système actuel. C'est l'articulation du pouvoir judiciaire et du pouvoir médiatique. À partir du moment où la pression médiatique va dans un certain sens, il se trouve des juges pour interpréter des textes extrêmement généraux dans le sens politiquement correct. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'état de droit
qui est une erreur absolue, parce que l'état de droit, ça n'existe pas, en tout cas pas sous cette forme-là, c'est la dictature des juges, et la dictature des juges politiquement corrects, qui décident indépendamment des lois. Et comme je le disais, c'est en 3 temps, comme quoi le calendrier médiatique était très bien fait. Mardi 25 septembre, le Conseil national d'éthique a rendu son rapport, un long rapport, 180 pages, dans lequel il se déclarait, entre autres, il y a 4 grandes positions, dans lequel il se déclarait favorable à la PMA, mais la PMA pour les couples lesbiens et donc homosexuels. Évidemment, dans les médias, on enclenche une machine qu'on connaît bien, c'est la machine avec les témoignages. Dans le Parisien, le PMA, c'est un projet de vie et pas un caprice. On interviewe un couple lesbien qui a eu recours à la PMA, notamment en Espagne. Idem sur France Inter, PMA, maintenant je suis sa mère, témoigne une Française, et dans l'entête. Alors l'entête, elle est collector, il faut que je puisse vous la lire. Après s'être mariée avec la mère de son enfant, né d'une PMA effectuée en Belgique, Camille est enfin reconnue comme la mère légale de son fils. 17 mois après sa naissance, elle raconte. Écoutez, Hervé, on va arrêter de faire ce genre de citation, parce que sinon il faudra fournir un comprimé d'aspirine aux internautes qui nous regardent. C'est-à-dire on voit la complexité des situations quand même, d'une complexité et d'une aberration assez grande, qui sont présentées comme des modèles, avec une belle photo sur fond de lac et de montagne. Enfin, tout est soigné pour l'émotion. Et évidemment, ça évite d'avoir à trop se poser la question de la raison. Dans Libération, c'est Laurent Geoffrin qui pose cette question, indignité de la PMA. Et alors, il soulève un point. Le risque de marchandisation avec la PMA. Peut-on se demander si, oui, avancer vers la PMA sera une avancée supplémentaire vers la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui? La gestation pour autrui, c'est-à-dire effectivement la marchandisation. Bah oui, je crois qu'on peut le dire, parce que, si vous voulez, ça fait à peu près 20 ans que le débat sur la situation des homosexuels est entré dans la vie publique. On a eu, il y a 20 ans, je crois que c'était en 1999, je crois, ou 2000, on a eu le Pacs. Quand il y a eu le débat sur le Pacs, tout le discours a été le Pacs, c'est le Pacs, et il n'y aura pas le mariage homo après. Et les gens qui s'opposaient au Pacs, il y a eu quand même des manifestations importantes à l'époque, les gens qui s'opposaient au Pacs disaient, mais après le Pacs, il y aura le mariage homo. On leur disait, mais non, pas du tout, mais c'est des fantasmes, qu'est-ce que vous allez dire, etc. Ensuite, on a eu, c'est 2013, on a eu le mariage homosexuel. Bon. Et là, les opposants ont fait valoir, et après, il y aura la PMA et la GPA. On leur a dit, mais non, c'est des fantasmes, pas du tout, vous vous trompez, c'est de la mauvaise foi, non, c'est le mariage, et c'est tout. Ensuite, on a vu apparaître la PMA homo. Et on nous dit, mais attention, il n'y aura pas de GPA derrière. Il est évident qu'à chaque fois qu'une étape est franchie, c'est considéré comme irréversible, et on attaque l'étape suivante. Je pense que la prochaine étape, c'est effectivement la GPA, la gestation pour autrui, et après, on verra encore d'autres étapes. Et donc, il y a une malhonnêteté foncière des médias à nier qu'il y a un projet global, d'un certain nombre de lobbies, notamment les lobbies transhumanistes ou les lobbies homosexualistes, et que ce projet global, il est mis en œuvre par étapes, en trompant l'opinion, avec la complicité des médias. Sur Twitter, une réaction d'Éric Nolot par rapport à justement cet édito de Laurent Geoffrin. Libération, dont je suis un fidèle abonné, feint de croire, sous la plume de Laurent Geoffrin, que l'opposition à l'extension de la PMA ne provient que des églises et de la manif pour tous. N'appartenant ni aux premières ni à la seconde, je suis pourtant radicalement défavorable. Et oui, et c'est vrai, et d'ailleurs, cette position, elle est connue et on l'avait vu au sein des médias, il suffit de reprendre quelques archives. Éric Zemmour, vous y voyez une alliance des lobbies LGBT et des laboratoires médicaux. Éric Nolot, vous vous êtes déclaré philosophiquement et radicalement opposé à la PMA pour toutes. Alors d'abord, est-ce que ça fait du bien d'être d'accord? Ensuite, est-ce que ce ne serait pas un petit peu des sujets d'hommes hétéros qui donnent leur avis sur des questions qui finalement ne les concernent pas vraiment sur le fond? Ah, il n'y a que les femmes qui vont voter, alors la PMA pour toutes? Absolument pas.
Nolo explique très bien qu'on peut être contre la PMA homo sans être ni catholique, ni manif pour tous. Et c'est vrai qu'on avait vu lors de ces débats, notamment à propos de la loi Taubira, on avait vu les grandes réserves de la compagne de Jospin, qui est une femme de gauche, une philosophe de gauche, et qui était opposée à tous ces projets. Dans Libération, encore une fois, j'ai trouvé cet article. Trop peu de lesbiennes sont invitées à débattre de la PMA dans les médias, pointe l'association des journalistes LGBT. Alors, qui sont représentés sur les plateaux pour cette association LGBT? Soit des hommes gays, soit des opposants à l'extension de la PMA. Bon, peut-être que cette déclaration est plus ou moins juste, mais en tout cas, j'ai retrouvé une des représentantes de cette association LGBT, etc., qui est passée sur le plateau de Russia Today. Je vous remercie de m'avoir invité pour en discuter. Je suis ravie, j'ai vu sur le générique qu'on diffusait des panneaux PMA, Hollande, lesbophobe. C'était les panneaux d'un groupe auquel j'appartenais qui s'appelle Oui, oui, oui. Je crois que c'est important de dire pourquoi on est là, moi et Monsieur Bernard. Moi, je suis là pour discuter de la PMA. On m'a invité pour discuter de la PMA parce que je suis lesbienne. Donc la question de la PMA, qui anime les débats politiques, médiatiques français depuis 5-6 ans, m'impacte directement. Alors c'est assez intéressant cet extrait parce qu'on voit effectivement une femme qui se revendique comme lesbienne qui parle du sujet de la PMA sur une chaîne de télévision. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est sur Russia Today, qui est vraiment un média pluraliste parce qu'il y a cette femme qui défend cette position, cette lesbienne qui défend cette position, et à côté, on voit Guillaume Bernard qui défend la position conservatrice proche de la LMPT. Voilà, ben ça c'est ça le débat. Il y a deux personnes qui représentent des points de vue différents. Voilà. Et alors en plus, là, Russia Today, ils font très fort parce qu'en invitant une lesbienne et non pas un gay, ils répondent à la demande en quelque sorte du lobby LGBT. C'était avant justement cette déclaration. Ils ont anticipé. Remarquable. Et alors je disais en introduction, en fait, toute la problématique de ce débat-là, eh bien, comme pour le mariage pour tous, comme pour la PMA, eh ben on va retrouver ce même argument de toute façon, si on s'oppose à la PMA, c'est qu'on est homophobe. On constate qu'il y a toute une diversité d'opposants. Vous savez, les gens ont le droit de s'exprimer, ont le droit de s'opposer à la PMA. Ils ont le droit. Ils ont le droit de manifester, mais je dis une seule chose, c'est que l'opposition ne doit pas donner lieu à un discours de haine homophobe contre les familles homoparentales et contre les personnes homosexuelles. Parce que le risque aujourd'hui... Alors la boucle est bouclée. Ce garçon qui reconnaît aux gens qui ne pensent pas comme lui le droit à la liberté d'expression, en fait, veut limiter cette liberté d'expression avec l'accusation d'homophobie. C'est-à-dire que dès que vous allez exprimer des opinions critiques sur ce qui est en train de se passer, sur les évolutions que nous impose un certain nombre de lobbies, vous êtes homophobe, et donc si vous êtes homophobe, bah là, vous n'avez pas le droit de parler. Voilà. C'est le phobie, c'est la cage aux phobes, pour reprendre une expression bien connue. De Muret. Jean-Yves, passons au tweet de la semaine. Beaucoup de choses à commenter. D'abord, c'est bien Hervé d'avoir pris une belle image, un beau tweet à la fin. Il y a un certain nombre de tweeters
qui sélectionne des tableaux, des œuvres d'art, des monuments, et ça donne un peu de beauté, ça change un petit peu des critiques que nous avons le devoir de faire en donnant des images positives. Voilà, ça c'était le côté un petit peu de bonne humeur dans ce monde de brut. Alors, il y a beaucoup de choses à commenter. D'abord, il y a eu l'affaire de la signature de Zemmour à la Nouvelle Librairie, qui a été une remarquable opération, puisqu'il y a eu des tentatives de briser l'opération par les Antifas, mais les Antifas, finalement, ont été amenés à décommander leur opération. La police, là, était présente pour assurer la sécurité, et Zemmour a pu dédicacer, tenez-vous bien, plus de 500 livres. Plus de 500 livres. Il y a eu une foule considérable. D'ailleurs, il y a les photos, hein, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Il suffit de regarder les photos. Donc c'est un très beau succès de la liberté d'expression dans le quartier latin, avec Zemmour à la Nouvelle Librairie. Bravo à Élément, bravo à Zemmour pour cette opération. Alors, ceci étant, la lutte contre la censure, c'est un combat permanent. Vous avez vu que les sites parodiques, maintenant, République En Marche veut interdire les sites parodiques. Parce que, évidemment, c'est vrai d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, que c'est pas toujours facile de distinguer ce qui est la parodie et ce qui est vrai, tellement la vérité ressemble parfois à la parodie. Un petit coup de chapeau à Libération, avec un beau titre sur Valls. Tapas ou ça casse. Bon, moi, c'est drôle. Bon, après, on va pas commenter la migration électorale et géographique de Valls, mais c'est pas mal. Petit point de réinformation intéressante. Il y a eu une statistique qui est sortie sur les prénoms les plus donnés, les 20 prénoms féminins les plus donnés en Seine-Saint-Denis, les 20 prénoms masculins les plus donnés en Seine-Saint-Denis. Et ce qui est frappant, parce que là, le grand remplacement, il n'est pas en cours, il est achevé, c'est que les 20 prénoms les plus donnés, les 40 prénoms les plus donnés en Seine-Saint-Denis, ce sont des prénoms d'origine étrangère, africaine, musulmane. Bon, voilà, donc ça c'est clair. Et alors c'est illustré par une photo, c'est tout à fait extraordinaire, où on voit les petits pieds d'un nouveau-né européen. Et donc l'illustration n'est pas forcément tout à fait conforme à la réalité. Je ne sais pas pour quelle raison, mais enfin, ça mérite tout de même d'être signalé. Dernier point, un petit coup de chapeau ironique à M. de Kerdrel, qui réussit dans un seul tweet un combo en expliquant qu'il faut accueillir les 58 réfugiés, je le cite, au nom du droit de la mer, parce que de toute façon, 58, c'est pas bien grave. Voilà. Alors on a tout le combo. On doit accueillir à cause du droit de la mer. Mais le droit de la mer, ça implique de déposer dans un port sûr et le plus proche. Et le port sûr le plus proche, je me répète, dans ces cas-là, il est en Libye, il est en Tunisie, il est sur les côtes d'Afrique du Nord, il n'est pas à 1000 ou 1500 kilomètres. Première erreur sur le droit de la mer. Deuxième erreur, il parle de réfugiés. Pas des réfugiés. Un réfugié, c'est quelqu'un qui a obtenu le statut de réfugié. Avant, c'est un clandestin qui éventuellement demandera le statut de réfugié. Deuxième erreur. Troisième erreur, on dit, mais 58, qu'est-ce que ça peut faire? Bah oui, ce gars-là n'a jamais dû avoir de fuite d'eau dans sa salle de bain, parce que une goutte d'eau plus une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça finit par faire une inondation. Et 58 réfugiés par-ci, 58 réfugiés par-là, ça finit par faire réfugiés. Moi-même, je prends les mauvais vocabulaires, clandestins, ça finit par faire beaucoup de monde. Voilà. Eh bien, Jean-Yves, passons à la dernière partie. Ornelas, Bastier, Consigny, Moix, la semaine de clash et de bad buzz. Partie un petit peu pot pourri pour aborder énormément de bad buzz pendant une semaine médiatique. Eh bien, je pourrais commencer par l'inénarrable, comme j'ai l'habitude de dire, Yann Moix, qui a attaqué violemment la police. La police française est une des plus violentes d'Europe. Parce qu'effectivement, la peur au ventre, vous n'avez pas les couilles d'aller dans les endroits dangereux. C'est un véritable bad buzz, énormément d'articles à propos de cette déclaration qui est extrêmement choquante. C'est une attaque claire contre les policiers.
Éric Nolot, que je vais citer encore une fois dans cette émission, qui justement réagit encore une fois à ce passage très marqué parce qu'il a vu à Calais Yann Moix s'était exprimé avec excès envers la police. Mais est-ce déplacé de faire remarquer que dans mon quartier et tous les autres où la racaille prend ses aises, un automobiliste a plus de risques de se faire contrôler qu'un voyou. Finalement, quelques jours plus tard, Yann Moix a fini par faire demi-tour. Propos anti-flic, Yann Moix reconnaît une erreur, il fait un espèce de mea culpa, notamment à cause de la violence de ses propos sur le fond. Bon, d'abord, Moix, il a le droit de dire ça, il a le droit de dire que les flics ont peur d'aller dans certains quartiers. Bon, on peut contester le point de vue, mais il a le droit de le dire. Je crois d'ailleurs, là où, si vous voulez être complet, il pourrait dire que si les policiers ne peuvent plus aller dans ces quartiers, c'est que parce que ils courent de risques, en fait. Le risque, c'est de prendre des coups, et le risque, des coups physiques, et le risque, c'est de prendre des coups disciplinaires ou des coups judiciaires si l'interpellation tourne mal. Donc, ils ont tort dans les deux cas. Affaire Théo. Affaire Théo. Donc, on comprend qu'ils hésitent à intervenir, puisque c'est perdant-perdant. Hein, voilà. Ils interpellent, on va leur dire c'était trop violent, et ils prennent des coups, c'est bien fait pour leur gueule. Alors, on comprend, effectivement. Mais ceci étant, Moix a le droit de dire ça. Moi, je suis pour la liberté d'expression, y compris de Moix. Alors, on peut se poser la question pourquoi il se répand absolument partout. Ça, c'est une autre question. Mais il a le droit de le dire. Dans la même journée, deuxième bad buzz. Cette fois-ci, c'est pour l'émission On n'est pas couché, avec le sniper ou le nouveau sociétaire de cette émission. Eh bien, c'est Monsieur Consigny qui va faire sa première sortie médiatique, en fait, le premier bad buzz médiatique. Je pense qu'en réalité, les choses se sont beaucoup changé ces derniers temps et je pense que notamment dans les domaines de la mode, de la musique, de la télé, des médias, etc., aujourd'hui, en réalité, c'est presque plus facile de réussir quand on est fils d'immigrés noirs et PD que quand on est fils de Français de souche, entre guillemets. Cette déclaration a été faite devant le rappeur Kid Ismail. On se souvient de ce rappeur, c'est celui qui avait fait une soirée extrêmement gênante à l'Élysée. Reste que cette déclaration... Pour la fête de la musique. Pour la fête de la musique. Cette déclaration ne passe pas du tout et fait le bad buzz dans 20 minutes. On n'est pas couché. Charles Consigny, vivement critiqué après ses propos sur les fils d'immigrés noirs et PD. Jean-Michel Apathy, évidemment, qui réagit. On pensait avoir atteint le fond avec Éric Zemmour. Je me demande si, avec un peu d'entraînement, ce jeune homme ne fera pas mieux, soupir, Charles Consigny. Sur CNews, on n'est pas couché face à Kid Ismail. Charles Consigny crée le malaise. Écoutez, là encore, Charles Consigny, il a tout à fait le droit de dire cela, d'autant plus qu'il se base sur un fait réel. Il reprend une formule qui est apparue partout, puisqu'elle était noire, PD, elle était inscrite sur le t-shirt de ce personnage qui était au centre de la scène, puisqu'il était invité à l'Élysée avec le couple Macron le jour de la fête de la musique. Donc voilà, il n'y a pas de... ça doit être assumé. Ça doit être assumé, et puis il avait même déclaré que s'il ne pouvait pas porter ce t-shirt au moment de sa prestation, il serait parti. Voilà, justement. Donc c'était fort de sens. Troisième bad buzz, c'est avec la journaliste de Figaro Vox, Eugénie Bastier. Je crois qu'une main aux fesses n'a jamais tué personne, contrairement aux bonnes intentions qui pavent l'enfer des utopies, écrivez-vous. Franchement, est-ce que c'était vraiment nécessaire à votre démonstration que de dire... Non, je ne réhabilite pas la main aux fesses, simplement je dis que... il y a à mon avis... je m'érige contre la victimisation excessive. Les Arocs vont s'emparer de cet extrait vidéo. Pour Eugénie Bastier, une main aux fesses n'a jamais tué personne. Là aussi, Eugénie Bastier, elle a parfaitement le droit de dire ce qu'elle dit, d'autant plus que ce qu'elle dit, c'est quand même marqué au coin du bon sens. C'est-à-dire, elle dit, on ne peut pas mettre sur le même plan un propos galant, une main aux fesses, c'est une agression et un viol. Oui, c'est des choses totalement différentes. Donc, c'est le bon sens là qui est condamné par ce buzz. Voilà, elle a pris une formule, très bien. Sur Internet, c'est le clash entre les journalistes de la même famille, fratricide, clash fratricide. Pour Mao Herman, pour information et pour avis, c'est l'avis personnel d'Eugénie Bastier, pas celui de la rédaction de Limite. Il n'engage pas l'ensemble des rédacteurs de Limite. Un clash en public, c'est classe, c'est net. Si vous voulez, c'est courage Fillon. Y a quelqu'un qui est attaqué par les médias dans une rédaction, le reste de la rédaction, ou une partie de la rédaction, tape dessus en pensant se faire bien voir ainsi. Oui, c'est assez minable, c'est fréquent et minable. Ouais. Faut retenir le nom de cette dame, parce que, il y en a tellement comme ça. Et le dernier clash que l'on va retenir, c'est même plusieurs clashs en un seul, c'est autour de Charlotte Dornelas.
Eh bien, ça a commencé avec ce tweet de Clément Viktorovitch. Bizarrement, les débats sur l'immigration massive changent de tonalité quand on commence à déconstruire les fake news et à demander des chiffres précis. Alors, Clément Viktorovitch fait référence à un passage dans l'émission de Pascal Praud, L'heure des pros. On va voir l'extrait. Appelez ça comme vous voulez. Sur les 200 000 personnes qui rentrent chaque année sur le territoire, c'est toujours le chiffre qu'on cite. Effectivement, c'est le nombre d'entrées légales, c'est même un peu plus, hein, on est entre 200 et 250 000. Là-dedans, on a déjà un tiers d'étudiants qui viennent en Erasmus, dont une grande partie d'Européens. On a de nombreux étrangers expatriés qui viennent travailler en France et qui sont une force pour l'économie du territoire. Et il y a par ailleurs des enfants et des conjoints de Français qui étaient à l'étranger et qui viennent en France. Bon, alors dans cette affaire, celui qui prétend citer des chiffres, M. Viktorovitch, est un menteur. Je dis bien, c'est un menteur, c'est un bobardeur. Il va être candidat au bobardeur, d'ailleurs, pour ce très bel extrait, pour deux raisons. D'abord, ce n'est pas 200 000, ni même 250 000 entrées en 2017. C'est 420 000. 420 000, 260 000 titres de séjour, 100 000 demandeurs du statut de réfugié politique, 50 000 mineurs isolés, qui sont d'ailleurs ni mineurs ni isolés, mais passons. Donc 420 000 d'après les chiffres officiels. Voilà. Il y a toutes les sources sur un certain nombre d'articles de Polémia. 420 000 entrées, c'est pas 200 000. Première erreur. Deuxième erreur, il nous dit, et d'ailleurs, dans les 200 000 ou 250 000, il y a des étudiants, il y a le tiers d'étudiants Erasmus. C'est encore un mensonge. Alors, il y a effectivement des étudiants Erasmus. Seulement, les étudiants Erasmus, ce sont des étudiants européens qui n'ont pas besoin de titre de séjour et qui ne sont donc pas dans les statistiques. Les 80 000 étudiants qui rentrent, ce sont des étudiants qui viennent d'Afrique et du pays du Maghreb, principalement. En tout cas, absolument pas de pays européens. Donc, ce type ment. Et il est présenté dans tous les médias comme ayant clashé brillamment Charlotte Dornelas, qui n'a pas cité de chiffres. Elle a cité le chiffre de 200 000 elle-même, qui est un chiffre inférieur à la réalité d'ailleurs, mais lui prétend corriger avec des chiffres qui sont faux. C'est un menteur professionnel. Alors, sous prétexte qu'il a un vague diplôme de Sciences Po, il est considéré comme un expert. Sur Internet, les réactions sont assez vives en fait autour de ce tweet de Clément Viktorovitch et beaucoup de réactions vont se concentrer sur Charlotte Dornelas qui évidemment va se faire insulter. Le plus intéressant, c'est qu'il y a une personne qui va participer à ces insultes, c'est Rokhaya Diallo, qui de manière implicite, je dis bien de manière implicite, va participer à cette insulte qui, soyons honnêtes, voilà, l'insulte c'est qui cette pute ? Sur Boulevard Voltaire, Gabriel Cluzel réagit à ces insultes sur Twitter. Pourquoi tant de compassion pour Absatoussi, on se souvient autour du prénom, et si peu pour Charlotte Dornelas, qui se fait insulter extrêmement violemment? Moi, je vous donne la réponse. Charlotte Dornelas est blanche, Absatoussi est noire, Charlotte Dornelas est dans le camp du mal, alors qu'Absatoussi est dans le camp du bien. Donc rien n'est possible dans un cas, tout est possible dans l'autre. En conclusion, Gabriel Cluzel nous dit « Si Éric Zemmour avait susurré les mêmes délicatesses, gentillesses sur Absatoussi que Rokhaya Diallo, sur Charlotte Dornelas, qu'est-ce qui se serait passé ?» Même si Rokhaya Diallo, c'est une personne importante, c'est une personne qui intervient sur LCI, donc c'est une personne médiatique. Elle se doit de ne pas dire n'importe quoi sur Twitter. Twitter reste malgré tout une petite sphère médiatique, ultra connectée, qui ne touche pas grand monde, contrairement à une émission de grande écoute sur C8, où il y a quand même, on touche beaucoup plus de personnes. Oui, mais si vous voulez, Twitter, c'est vrai que c'est un petit média en termes de personnes touchées, mais c'est un média important sur le plan qualitatif, puisqu'il touche les gens qui eux-mêmes font les médias. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là pour Charlotte Dornelas, et évidemment, toujours dans l'heure des pros, eh bien, elle a fait une erreur. Elle a fait une petite erreur, elle s'est très rapidement corrigée, mais Quotidien passant par là, ils en ont profité pour la tacler. Mais attendez, la phrase de Manuel Valls, oui. Je suis un Espagnol en vacances en France depuis une quarantaine d'années, mais on est où là? Premier ministre de la France. Il était Premier ministre, il est député aujourd'hui, non mais c'est surréaliste. Attendez, juste Pascal, si je peux revenir sur Manuel Valls, parce que vous avez une erreur absolument grossière. Je reconnais humblement m'être trompé, c'est donc Canteloup qui a prononcé cette phrase à la place de Manuel. Mais Canteloup est tellement bon que j'ai cru que c'était Manuel Valls. Alors Quotidien qui relève cette information et évidemment d'autres médias qui se précipitent sur cette information quand l'heure des pros confond Canteloup et Valls.
Charlotte Dornelas s'est excusée. Canteloup est tellement bon que j'ai cru que c'était Manuel Valls. Ben oui, mais c'est le problème de la parodie. C'est tellement proche de la réalité qu'on peut se tromper. Elle s'en est rendue compte, elle s'est excusée un quart d'heure après, elle a corrigé un quart d'heure après. Franchement, c'est vraiment lui faire un très mauvais procès. Je crois qu'en fait, elle est très exposée. C'est-à-dire qu'elle parle beaucoup, et il est évident que quand on parle beaucoup, il y a un moment où on peut faire des erreurs. Et là, évidemment, on l'a massacré de manière tout à fait scandaleuse. Vous savez, des erreurs, nous, on en fait, Hervé. Quand on a commenté, on a fait une erreur de traduction sur l'allemand. On a traduit mob par mobilisation, alors que mob, c'était racaille. Et donc, oui, on peut se tromper. Voilà. Et on n'avait pas corrigé. Là, je corrige avec 3 semaines de retard, parce que c'est vrai qu'il faut corriger. On a le droit à l'erreur, voilà. Malheureusement, le fruit de ces erreurs, le fruit de cette cabale médiatique, avec notamment un article de l'Express Charlotte Dornelas, valeur réac de la rentrée, où évidemment l'article quand même la charge assez violemment. Oui, alors elle la charge violemment, notamment en reprenant les thèses de Viktorovitch, qui serait un spécialiste de l'immigration, alors que c'est un désinformateur. Voilà. Jean-Yves, il est temps de conclure cette émission, mais vous avez un coup de chapeau à rendre. Non, j'ai un coup de chapeau à rendre à Charlotte Dornelas, parce qu'elle représente brillamment des idées conservatrices et identitaires sur les médias officiels, et c'est très difficile. Et elle mérite le coup de chapeau. Voilà. Même si, évidemment, il peut lui arriver de se tromper à tel ou tel moment. C'est inévitable. En tout cas, elle mérite un beau coup de chapeau. Et puis, en dehors du coup de chapeau, je voudrais inciter ceux qui nous regardent à venir écouter Michel Geoffroy, qui est votre partenaire dans cette émission quand je ne suis pas là, Hervé, à venir écouter Michel Geoffroy le mardi 2 octobre à 20h, rue d'Athènes. Il va présenter son livre « La superclasse mondiale », ou plus précisément, il va être interrogé par François Bousquet d'Éléments sur l'utilisation par la superclasse mondiale de la stratégie du choc. Il est temps de conclure cette émission. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez faire un extrait si vous voulez. Et puis continuez à nous envoyer les informations que vous voyez à travers votre propre veille médiatique à l'adresse i-media@tvliberté.com. Jean-Yves, le dernier mot ? Relayez immédiat, relayez TV Liberté. Il nous faut, c'est la meilleure manière de lutter contre la censure.